Donc aujourd'hui, je vais vous parler pour revenir un peu en arrière pour ceux qui n'étaient pas là. Donc samedi dernier, on a vu comment recevoir les satellites NOAA, donc les satellites américains. Donc c'est des satellites qui émettent avec en fréquence vocale, hein. Donc une image en noir et blanc avec des dégradés de couleurs. Voilà. Et aujourd'hui, on va voir donc un satellite russe qui s'appelle M2. Donc il est pareil, il est en orbite basse, il émet sur les mêmes bandes de fréquence, c'est-à-dire 137 mégas. Et ce satellite-là, il émet donc en LRPT. Donc le LRPT, donc c'est de la modulation donc en QPSK. Donc PSK, ce qui veut dire phase shift keying. Et puis on connaît le BPSK et le QPSK. BPSK c'est binary et QPSK donc c'est avec 4. On peut aussi avoir donc on peut voir soit 4 PSK ou QPSK. On a les deux écritures sont bonnes. Donc on peut aussi avoir du 8 PSK et même maintenant du 16 PSK. Donc je vais pas trop approfondir ce que c'est, hein. C'est du numérique. Si vous voulez de plus amples informations avec des belles formules mathématiques, je vous conseille d'aller sur Wikipédia, c'est très bien expliqué. Donc, il y avait un autre satellite Météor, donc qui était tout neuf, le M22, qui lui émettait donc en 8 PSK, et il a pris une météorite sur la tête, et du coup il est HS, donc tout neuf est déjà HS. Voilà. Donc il nous reste que l'ancien, donc il a je sais plus 5 ou 6 ans, et donc il a été envoyé depuis Baïkonour. Voilà. Donc le QPSK, donc il est en quadrature, donc dans la constellation. Donc on a 4 cadrans. On verra tout à l'heure quand je vous montrerai une petite vidéo là, de réception. On verra la réception des 4 cadrans. Quand on a du BPSK, eh ben, on n'a que 2 cadrans, là et là. Après 16, ben, ça multiplie. Donc on en a là, 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 ici, ici, et ici, et ici. Voilà. Alors, pour recevoir Meteor M2, donc il faut Orbitron, SDR-SHA, Meteor d'émulateur plugin. Donc vous verrez quand je vous enverrai le PDF, hein, vous appuierez, il y a un lien, hein, vous verrez directement. C'est une page qui est en russe, mais grâce à Google Translate, on arrive à comprendre ce qu'il y a décrit. Après, il faut LRPT décodeur et puis Météorgis. Parce qu'en fait, le satellite, il émet son image et l'image, elle est complètement déformée. Donc, vous verrez tout à l'heure, à la fin, la différence entre l'image brute et l'image retravaillée par Météorgis. Et en plus, Météorgis, il assemble les passages. Donc, dans le meilleur des cas, on peut avoir 3 passages par jour, hein, donc on peut recevoir. Et puis, donc un jour sur 2, on a droit à 3 passages. Et puis l'autre jour, on a le droit qu'à 2 passages. Alors, donc, on va donc chercher le plugin de Météor d'émulateur. C'est un fichier .zip. Il suffit qu'on voit, hein, donc dedans, il y a 4 fichiers. Et donc, il y en a 3 qui nous intéressent. Donc, ces 3-là. Et puis là, donc, il y a ce qu'ils appellent toujours la Magic Line. C'est celle qui va nous permettre de faire reconnaître le plugin par Meteor-SHA. Excuse-moi, Fifou, apparemment, tu n'as pas changé de slide. Hein. Enfin, chez moi, j'ai toujours le même slide. Ah merde.
Fifou, en fait, quand tu appuies sur F5 pour passer en mode présentation, faut que tu rechanges la fenêtre. Parce que moi, je suis toujours sur la fenêtre de, Attends, je la recommence fenêtre de parce que PowerPoint. oui, mais déjà la fois dernière, tu m'as expliqué ça, mais Mais la dernière fois, ça a marché. ouais, Ou ouais. alors, c'est juste moi qui bug, hein, ce qui est possible. Non, 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 bah non, tout le monde le dit. Ah, ok. Parce que quand je me mets là, personne ne voit. Non, non, attends. Là, ça vous vient, voyez ça quelque chose? vient. Non, il y a Là, du coup, Hein? il y a plus rien. là, je vois Discord. Là, je vois Discord. Ah bah oui. Là, je vois Discord. Ah, ah. Je mets sur la nouvelle fenêtre PowerPoint que Oui, bah c'est ce que je fais, mais Ah, là, Non, ça charge. ça charge pour tout le monde, hein, mais c'est mieux pour moi. bon, alors attends. Mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Au lieu de, je vais prendre le truc. Et là, Il n'y a rien, ça charge toujours. Ouais, pour moi, ça charge. ah, Ah, c'est bon. Parfait. c'est bon? Ouais, mais ça, c'est ton premier slide, ça. Hein. Ouais, ça, Oui, c'est oui, oui. en PDF. Non, mais là, du coup, je suis repassé en PDF. D'accord. Ouais. Bah, en PDF. Et là, je viens de changer, là, vous le voyez? Attention. Non, on voit rien. Je dois ton curseur, mais ah, parfait, Ça y nickel. est, ça y est, c'est bon. Ça y est. D'accord. Nickel. Parfait. Donc pour faire ça, il nous faudra donc Orbitron, SDR Sharp, Meteor d'émulateur plugin. Donc la page, elle est en russe. Hein. Mais bon, grâce à Google Translate, on a la page en anglais. Il faut RPT décodeur et Meteorgis. Donc c'est ce que disait Meteorgis, il va permettre de redresser les images et d'assembler les 2 ou 3 passages qu'on a par jour de Meteor. Là, je viens de changer de page, c'est bon? Ouais. C'est bon, ça marche. Ok. Donc, quand on regarde donc dans le fichier Meteor des modulateurs, on a 4, c'est un zip, hein, et à l'intérieur, on a 4 fichiers. Donc, Magic Line, et puis donc ces deux-là, ces trois-là. Donc, ces trois-là, on va les copier dans le dossier de SDR Sharp. Et dans celui-là, il y a la Magic Line, c'est celle qu'on va mettre dans le fichier plugin. Ouais, Donc là, on voit. Comme pour mettre un plugin dans SDR Sharp, en fait. Voilà. Donc là, on voit les fichiers qui sont apparus. Et donc la ligne qui apparaît, qui est en rouge. Donc c'est ça ce qu'on appelle la Magic Line. La ligne que j'ai mis en vert, là, que vous voyez, c'était la ligne qu'on avait déjà mis la fois dernière, donc la semaine dernière, pour pouvoir faire le tracking des satellites. C'est bon pour là? Ouais. Ok. Donc, après, il va falloir créer un répertoire qui s'appelle Meteor et créer tous ces répertoires-là. Donc, il n'y a pas de logiciel qui le fait automatiquement, c'est à vous de le faire. Et il faut respecter donc les noms, parce que sinon, les logiciels qui vont venir, ils ne s'y retrouveront pas. Donc, il faut créer donc out image M2, tools, S-file, image-M2, Meteorgis et les PAT décodeurs. Et tout ça, il faut les mettre donc dans un fichier qui s'appelle Meteor. Donc, soit vous le mettez directement dans la racine, ou soit dans le fichier ou dans votre racine de user.
Donc après, on a récupéré le fichier LPT décodeur. Donc c'est pareil, on le dézip on le dézip dans LPT décodeur, hein, dans celui-là. Et donc on va ouvrir donc le point ini et on va renseigner les chemins pour le faire pointer dans votre configuration. Donc là il y a donc C, pour moi c'est donc C user, donc L30V, Météor, image M2 2020-05. Pour le fichier donc pour M22, hein, je l'ai laissé, mais bon maintenant c'est obsolète, hein, vu que le fichier, vu que le satellite il ne fonctionne plus. Donc dans DDE tracking, je vous avais montré la fois dernière, hein, donc il faut configurer l'arrivée donc du satellite Météor M2. Donc on fait new et puis après donc il y a AOS, LOS. Donc on va faire donc démarrer donc SDR chat. On va le faire basculer donc en wide FM. Donc après donc on met la fréquence centrale, donc 137.100, la fréquence du satellite 137.100, la bande passante, donc la 90 000, toujours exprimée en Hertz. Donc après il va aller venir chercher des images, hein, qui sont sauvegardées donc par le logiciel. Donc là c'est donc RGB égale 123 JPG. Là donc MDecoder initline, donc évidemment c'est le chemin pour aller vers Météor, image 2. Donc après donc pareil, hein, c'est on est bien en temps UTC. On fait démarrer le QPSK d'émulateur. On le fait donc suivre pour l'effet Doppler. Et puis après, donc, il faudra mettre start, faire démarrer le fichier meteorgis.exe. Donc c'est pareil, vous mettez votre chemin. Quand le satellite il a disparu, donc on arrête le tracking, on arrête le démodulateur et on arrête la radio. Donc c'est ça, vous pourrez le recopier directement du PDF. Donc il y a Meteorgis. Donc il y a un bug dans la version. Donc il y a un fichier, normalement il y avait un fichier défaut.ini, mais il n'apparaît pas. Donc là je l'ai mis, vous verrez, j'ai mis le chemin direct sur le PDF. Il n'y a plus qu'à appuyer, ça vous le descendra. Donc vous le dézippez dans le répertoire Meteorgis. Et puis après, vous verrez dans le répertoire Meteorgis, il y a plusieurs logiciels, des .exe. Donc il faudra démarrer donc le configurateur. Donc le configurateur, il vous demandera d'ouvrir un fichier .ini, donc ce sera défaut.ini. Donc dedans, vous avez donc il y a des onglets. Il y a un onglet programme et un onglet M2 LRPT décodeur. Donc il y a que 2 lignes à renseigner. Donc c'est l'input dir. Donc direct là où le logiciel il va sauvegarder vos images. Et puis là où Meteorgis il viendra sauver ces images. Donc LPT décodeur, on l'a vu tout à l'heure, hein. Donc on lui avait dit LPT décodeur de venir les sauvegarder là. Et donc Meteorgis il viendra la lire là où vous avez sauvé vos images. Et puis après, il va venir sauver ces images dans le fichier là, donc image.m2. Donc si on revient, celui-là, ici. Donc là, LPT décodeur, il vient sauvegarder des images ici. Et Meteorgis, il va venir lire les images qui sont sauvegardées ici pour les assembler et les redresser, et puis après il viendra les sauvegarder ici. Hop là. Il faut faire attention, à chaque fois que vous terminez les chemins,
il faut bien mettre donc l'anti-slash. Si vous ne le mettez pas, et ben le logiciel il n'arrivera pas à trouver. Donc là, il y a le fichier, il y a le chemin pour M22, mais bon, c'est pareil. Hein. Vu que M22 est HS, bon, le chemin il est obsolète. Donc mais il n'y a pas besoin de le remplir. Donc, LRPT décodeur, il se trouve 4 images. Donc, les 3 canaux au format BMP et une image colorisée au format JPG. Donc, le fichier MétéorGIS, donc, il redresse les images et il assemble les passages de météores. Donc, les bonjours jusqu'à 3. Donc là, on voit ce que LPT décodeur il a fait. Donc, on a nos 3 fichiers, parce qu'on a 3 canaux. Et puis, LPT décodeur avec ces 3 canaux, il vient et puis donc il vient coloriser une image, mais bon, c'est en fausse couleur. Et on voit c'est que le satellite, hein, l'image elle est déformée. Hein. Là par exemple, là donc on a la France hein, et on a l'Espagne, Gibraltar. Wow. Et donc ce que fait MétéorGIS, hein, donc c'est qu'il va redresser l'image, il va les mettre, donc il a la redresse, il la remet. Il met les noms des villes, il assemble. Et puis là, par exemple, bon, c'est un jour là où il y avait 2 passages. Hein. Donc, on voit les 2 passages. Hein. Donc, on a toute la Turquie, le Liban, la Roumanie, donc la France, l'Italie. On va jusqu'à donc Tunis et puis Tanger. Donc, une image, ça représente à peu près 70 mégaoctets. Et donc, ça, c'est un jour à 3 passages. Donc, moi, j'ai un problème, c'est parce que de ce côté-là, là, il y a un immeuble qui me gêne. Et donc, du coup, j'ai du mal à recevoir. Donc là, ce jour-là, j'ai pas réussi. Et par exemple, pour aujourd'hui, j'ai réussi à avoir Bucarest. Voilà, voilà. Donc, c'est assez simple, il n'y a rien de bien compliqué. Et je vais vous montrer une petite vidéo. Et du coup, les images que tu décodes sur SatWaves? Il n'y a pas de vidéo là pour le moment. Attends, je suis en train de la mettre en route, Loulou. Ok. Alors. Vous la voyez là? Ouais. Okay. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Bon, je reviens en derrière. Tac, voilà. Donc là, on voit donc les constellations hein, qui sont là. Donc ça, c'est donc MétéorGIS qui s'est ouvert en arrière-plan. Donc là, on a LRPT décodeur. Là, on a le tracking qui est là. Donc LRPT décodeur, il vient de se mettre en route.
Donc, on voit nos 3 canaux ici, là, les images que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc là, on a la fréquence du satellite, 13700. Donc là, on voit les constellations. Donc là, c'est le satellite, la bande passante là, de 9000, 90 000. Donc là, on a les fichiers. Et là, donc, une fois que le passage il est fait, donc Météorgis, il s'ouvre, enfin, il se met en route, et puis donc, il est en train de rassembler, de remodifier donc, les fichiers pour avoir les fichiers qu'on a eus. Voilà. Donc ça, c'est les images brutes. Hein. Et ça, c'est donc l'image refaite avec Météorgis. Voilà. Et voilà. Donc voilà tout ce que j'ai pu faire avec. Et puis ceux qui viennent le matin sur Discord, hein, j'envoie les images que j'ai reçues dans la matinée. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé et que prochainement, vous recevrez aussi les images de Météor à la maison. Ah bah ouais. Hein. Merci de votre attention. Ouais, merci. C'était super. Merci, merci. Merci à toi. Merci, Comme la fois dernière, là, je vais envoyer le fichier le PDF à Jean-Luc. Et donc, vous aurez les explications. Et en plus, dans la page en russe, là, donc, c'est écrit en anglais, mais bon, c'est du russe traduit par Google en anglais, mais bon, c'est tout à fait compréhensible. Voilà. Et les bonnes 73, et j'écoute l'autre présentation. Je pense que c'est Vigor là qui va nous présenter. Ouais, ça va être à Vigor maintenant Ouais. de s'y coller. Voilà. Bonjour. Alors c'est une première pour moi, alors j'espère que vous allez être indulgents. J'ai plutôt voulu procéder en vous communiquant donc les 3 liens des vidéos YouTube à regarder avant. Éviter éventuellement tout problème de manipulation en temps réel. Vous m'entendez tous là? Parce que... Ouais, c'est nickel. Ouais, nickel. Okay. Alors, je vais d'abord présenter en fait pour la première vidéo un mécanisme relativement simple pour récupérer le son d'une machine sur une autre, par réseau. Pourquoi je trouve ça simple? Parce que c'est comment dire, directement accessible dans les Linux modernes. En fait, Pulse Audio est déjà intégré dans la plupart des distributions. Et le mécanisme est juste 1 ou 2 options à activer pour récupérer le son d'une machine à une autre. Ça a l'avantage aussi d'être relativement léger et il suffit juste de connaître l'adresse IP des machines. Je fais aussi ce montage-là parce que il y a un problème de bruit des fois électronique avec les écrans. Et comme ça, j'ai pu mettre donc un ordinateur carte qui est un Raspberry Pi 1 près d'un récepteur et éloigner mes écrans de ce récepteur et donc avoir une meilleure réception.
Alors, vous avez tous vu la première vidéo? Ce que je te Ouais, propose, ouais. c'est peut-être de la repasser. Non, j'ai pas vu, moi. Bah Pas ouais, je t'avoue que elle dure j'ai 2 pas vu minutes. quoi que ce soit. Donc, Tu- là, pour le coup, c'est my bad. Elle Ok. dure 2-3 minutes. Ça serait peut-être intéressant de la passer sur Discord et après on voit les. Je sais pas si c'est possible pour toi. Sinon, Je vais essayer. sinon, mets le lien, sinon tu mets le lien dans un salon texte et puis on va la regarder. Et là, il Moi, peut je vais la déjà passer. commencer par le lien. Autant la projeter peut-être. Mais oui. Ouais, mais je sais pas, avec le flux, tu sais, tout le monde a un flux de stream différent. C'est vrai que pour les vidéos, il faut mieux éviter les trucs comme ça. Mais s'il peut, c'est sûr, c'est bon. On tente. Je viens de mettre le lien dans le salon Ah, général. parfait. Parfait, je vais aller regarder en prod de ça tout de suite. Au moins, ça sera vite fait. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique d'envoi de son entre deux machines Linux via le réseau local. Cette technique s'appuie sur Pulse Audio qui est le serveur de son par défaut des Linux actuels. Donc la première machine est un Raspberry Pi 1 et la machine cliente est la machine enregistrée sur cette vidéo. Donc j'accède au Raspberry Pi 1 de cette façon avec son bureau distant. Je démarre cette commande PAPREF qui permet de régler les préférences de Pulse Audio sur cette machine. Je vais sur l'onglet Network Server qui permet d'accéder aux périphériques de son locaux en activant cette case. Donc je permets aux autres machines de découvrir ces périphériques et le tout sans authentification. Une fois ces préférences réglées, il est nécessaire de redémarrer Pulse Audio. Pour les besoins de cette vidéo, je l'ai redémarré ici en manuel. Sur la machine cliente, je déclare l'équivalent d'un VB Audio Cable avec cette commande-là. Donc, c'est un module fictif avec un nom et une description. La commande entrée, Ok. le système retourne un Pour moi, c'est identifiant. bon. Je peux ensuite déclarer un autre module tunnel de communication entre les deux machines. Ce module tunnel se connecte au Pulse Audio Server du ERP1. Donc, pour reprendre je récupère un numéro différentes étapes de ce module. Donc, il y a une étape d'activation de l'option. Ensuite, je demande à Pulse Audio de me lister les index de toutes les sources son. Il y a une étape côté machine cliente. Je peux voir dans la liste affichée qu'il y a un index 5 pour le tunnel source de communication sonore entre les deux machines. Je peux alors entrer cette commande-là, qui est l'équivalent du VB Audio Cable sur Windows, qui référence la source du tunnel vers le module fictif. Ce module fictif est ensuite assigné à l'application WSGTX au niveau de l'onglet d'enregistrement. L'enregistrement est donc lié au moniteur de la source SSTV et WSGTX récupère en source sonore la source sonore du ERP1.
entendez? Ouais, non, mais c'est bon. Moi, je t'écoute. C'est nickel. Et donc, ce que j'ai pas mis sur la vidéo, c'est qu'après, une fois le lien entre le tunnel réseau et le module effectif, enfin fictif effectué, donc ce que je fais aussi, c'est j'ajoute un module de bouclage, hein, qui est un module loopback dans Pulse Audio, qui me permet d'écouter cette source qui vient du réseau sur le module fictif. J'ai le retour. C'est un module que j'ai pas activé sur la fin de la vidéo. Et c'est équivalent à ce que vous faites avec VB Audio Cable. Que je peux, pour ceux qui s'intéressent à cette manip technique, je peux mettre la commande à la fin qui me permet d'avoir le retour entre la source réseau provenant du RP1 sur la machine cliente. C'est une manipulation technique qui fait peut-être une sorte d'impression dire compliquée, mais en fait, non, c'est vraiment simple. Hein. Pour Linux et Pulse Audio, bon, il y a 2-3 petites commandes à entrer dans le terminal, mais c'est juste 2-3 petites commandes. Et ça peut rendre pas mal de services, parce qu'avec ça, j'ai une bien meilleure réception plutôt que mettre mon récepteur à côté de ma machine, et le son est beaucoup plus clair avec cette technique. Ouais, parce qu'en fait, c'est comme si tu prenais le son directement depuis la source. Comment? Là, je t'ai mal entendu. Ouais, je disais, c'est comme si tu prenais en fait ton son directement depuis ta source. Voilà, ouais. Ouais, mais c'est plus clair. Bah, bon, moi, je suis pas sur Linux, donc au moins ça m'a appris quelque chose. La prochaine fois que j'achèterai une Raspberry ou quelque chose du style, il faudrait que je m'en souvienne, parce que c'est vrai que pour le moment, je suis sur Windows et j'ai du Virtual Audio Cable un peu partout aussi quand je fais des trucs comme ça. Donc, ouais, je vais m'en souvenir, en tout cas. Ok. Et bon, comme toute vidéo technique, hein, n'hésitez pas en cas de question. J'ai fait aussi ça parce que bon, mon RP1 donc fait aussi d'autres fonctions ici, mais comme ça me permet aussi de continuer à utiliser mon RP1 qui est un peu dépassé maintenant. Et bon, voilà, c'est une petite manip technique relativement simple, et le RP1 consommant très peu d'électricité, ça reste assez intéressant aussi de ce côté-là. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une, parce qu'il y a un truc, pour moi qui est pas très clair. Du coup, par exemple, dans ta vidéo, tu fais, enfin, tu interconnectes avec du FT8, mais au final, tu peux, tant que le software il est sur le RP, tu peux faire, tu peux utiliser n'importe quoi, genre MMSSTV ou autre. Oui, bien entendu. En fait, Mm. là, c'est juste une source son. D'ailleurs, la fin des vidéos, c'est du FT8. Et ça peut être n'importe quelle source son. Hein. Pas de souci de ce Ok, côté. ok, super. Bon, au moins, je veux bien mettre cette vidéo, enfin, je veux bien, je sais pas si tout le monde a compris, mais sinon, de toute façon, mon vidéo a mis la vidéo. Et franchement, moi, je pense que je vais la garder quand même dans un coin, parce que avec ce qui se passe, je vais m'en acheter un Raspberry. Ça va me faire quelques petits points en plus. Donc bon, je pense que pas de questions. Alors, j'ai des messages. Ah. Alors, tiens, Jean-Luc, est-ce qu'il y a des messages, par exemple, là, sur le chat YouTube? Non, non, je vois pas de message sur YouTube, mais comme le son est pourri sur YouTube, je suis pas certain que tout le monde reste, parce que là, Ouais. j'ai que 12 visionnages en cours, donc Contre si 19 les sur nôtres, Discord. Excellent. Ok, d'accord.
Là, je viens d'avoir une question par texte, me demandant Ouais. où sont les liens des vidéos. Donc, Jean-Luc a posté la présentation du samedi technique sur le site du Radio Club et les vidéos et les liens sont mentionnés dans l'article de présentation de ce samedi technique. Sur la page d'accueil, en fait, c'est dans le fil d'actualité. Donc, si vous tombez sur la page d'accueil, ça doit être le premier ou le deuxième post de la page d'accueil. Je pense que c'est le premier, pas sûr. Et donc, il y a les 3 liens, enfin, il y a les 2 autres vidéos qui vont être présentées tout de suite à la suite. Ok. C'est des vidéos qui sont donc dédiées un peu à l'utilisation de radio avec Linux. Ah bah, tu vois, c'est parfait. C'est parfait. Nickel pour moi. Donc en vidéo suivante, que j'ai pas de questions, j'attaque la seconde vidéo. Qui va sûrement ramener plus de questions, je pense. Ah bah, vas-y. Je remets le lien dans général. Ok. Et c'est parti. Ok. Et je lance le général. Moi, je vais aller la regarder et comme j'ai OBS, moi je vais l'enregistrer en même temps. Ça me va. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter dans cette vidéo la possibilité d'écouter plusieurs transmissions sur des QRG différentes en simultané à partir d'une seule clé RTL SDR sur Linux. Cette technique est accessible de base sur Linux et en machine virtuelle avec les outils RTL_TCP et CSDR. CSDR provient d'un dépôt de code source sur la forge GitHub. CSDR a été produit par Hotel Alpha 7 India Lima Mike et le projet à l'origine de OpenWebRX, projet permettant l'écoute de stations distantes à travers l'Internet. CSDR est un ensemble de programmes et d'outils permettant, avec des démodulateurs, des filtres et un ensemble de fonctions de traitement du signal, l'écoute des signaux courants en radio. Pour les besoins de cette vidéo, je vais prendre l'exemple de transmission de Talkie-Walkie PMR 446 MHz. En détail, il est nécessaire de procéder aux étapes suivantes. Avec cette ligne de commande, d'RTL TCP, je me cale sur une fréquence centrale des fréquences à écouter de part et d'autre. Je règle aussi RTL TCP à ce taux d'échantillonnage. Sur cette ligne de commande là, en deuxième étape, je me connecte à RTL TCP. J'utilise le programme NMUX qui permet la distribution et la répartition de ce flux numérique. En troisième étape, j'utilise les outils CSDR et particulièrement je me décale avec cette partie-là par rapport à la fréquence réglée avec RTL TCP sur la fréquence à écouter par rapport à ce taux d'échantillonnage. Ce décalage effectué, je procède ensuite à une décimation du signal numérique, décimation effectuée par rapport au taux d'échantillonnage avec ce facteur-là pour obtenir un taux d'échantillonnage audio, car je souhaite écouter en audio cette fréquence. Alors, ouais,
En quatrième étape, C'était quand même pas mal j'utilise de questions, en tout cas. une ligne de commande semblable, Je vais laisser continuer. toujours avec cette fréquence centrale. La deuxième fréquence est écoutée, toujours par rapport à ce taux d'échantillonnage, en effectuant une décimation Ouais, moi c'est bon. pour aussi avoir un enregistrement audio. Je démarre un talkie Ouais. Walkie PMR sur une fréquence. Test. Je me cale sur la deuxième fréquence. Test. Comme vous pouvez le constater, l'écoute a été faite sur les deux QRG en simultané avec les outils RTL, TCP et CSDR. Merci de m'avoir suivi. Comme vous pouvez le constater, l'écoute a été faite sur les deux QRG simultané avec Yes. TCP et CSDR. J'entends la fin. Attends, ouais, j'entends la fin. De toute façon, c'est pas grave, c'est la fin. Au moins. Désolé à Moi. direct. Yes. Bon, bah, ça me semble OK. Alors là, c'est un peu plus technique. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu montrer là, avec cette technique-là? C'est surtout donc la boîte à outils CSDR. Alors, CSDR, c'est assez complet. Ça permet de faire toute une chaîne de traitement du signal, d'avoir des modulations, des filtres. C'est surtout appliqué à la radio logicielle, d'où le nom. Donc, c'est assez performant parce que c'est à la base du projet OpenWebRX. Hein, c'est ce qui permet nombreux écouteurs et radioamateurs d'avoir des stations distantes sur Internet. Bon, en France, on a encore un petit décalage avec ça parce qu'on ne peut toujours pas faire le lien entre gardien et le réseau, mais on peut toujours écouter. C'est déjà ça de prix. Donc CSDR est assez merveilleux dans son genre. Et là, j'ai voulu montrer un peu la mécanique qu'il y a derrière OpenWebRX et quelques commandes avec CSDR. Alors, qu'est-ce que l'on voit dans la vidéo? On voit d'abord donc une écoute avec une SDR avec l'outil RTL_TCP. Cette écoute est comme si on écoutait avec un logiciel comme GQRX ou SDR Sharp, sauf que les données sont brutes. C'est des données donc dual phase, aussi appelées données IQ. Et ces données brutes donc sont envoyées sur le réseau. Et à partir de là, en seconde étape de la vidéo, ces données réseau sont lues et réparties en fait pour des connexions futures avec le programme NMUX. NMUX, c'est un network multiplexer, hein, donc il permet une sorte de serveur réseau qui permet de partir d'une seule source d'avoir un multiplexage et donc d'autoriser plusieurs écoutes simultanées. Hein. C'est un peu le pierre d'angle de OpenWebRX et des programmes équivalents à OpenWebRX. Dire en fait plusieurs écouteurs ou plusieurs radioamateurs peuvent se connecter sur le même serveur OpenWebRX et derrière ces multiples connexions sur une source SDR, donc il y a un programme comme NMUX. Il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que NMUX qui fait ça. Mais dans cette vidéo, j'ai voulu montrer NMUX.
Alors Nmux, vu que c'est une sorte de serveur de données SDR, permet des choses assez intéressantes. Par exemple, mon utilisation, je m'en sers à la fois pour démoduler et décoder certains signaux et aussi avoir en même temps l'écoute. Et surtout, vu que c'est des commandes qui sont dans le shell Linux, c'est des commandes qui peuvent être automatisées, hein. C'est-à-dire je peux démarrer une machine directement avec et la machine de façon automatique me démarrera une écoute et un décodage sur une fréquence. C'est assez sympa pour ça, ça évite de démarrer des GQRX à la main ou FLDJ, enfin je sais trop quoi, de façon manuelle. Là, vu que c'est en ligne de commande, ça permet d'être automatisé. C'est très pratique pour faire un serveur, mais comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a un petit décalage avec ça. Donc, ça, c'est la deuxième étape avec Nmux. Donc, en troisième étape, si je retourne sur ma vidéo, que je ne dise pas de bêtises. Je me cale sur une fréquence. Alors, pour me caler sur une fréquence, en fait, en SDR, vu que c'est des données module phase brutes, en fait, avec la SDR, nous échantillons toute une partie de la bande passante que peut recevoir la SDR, hein. La SDR, c'est une sorte de convertisseur analogique numérique et en fait, nous envoie à chaque instant toute une bande passante de signaux. Donc, dans cette bande passante, j'ai besoin par rapport à une fréquence centrale, de me décaler sur la fréquence qui m'intéresse. Quelques instants, là, je vois les messages qui me sont envoyés. Donc, par rapport à la fréquence centrale d'écoute réglée pour RTL_TCP. Ensuite, je me cale sur une fréquence qui m'intéresse. Donc, c'est à peu près ce qui se passe aussi avec en utilisant une station disponible avec OpenRX. C'est l'écoute sur une fréquence de chaque écouteur ou de chaque radio amateur qui se connecte à la station. Donc, par rapport à cette fréquence centrale, j'ai un décalage. Et donc, dans la ligne de commande disponible avec CSDR, je me cale en calculant ce décalage. Donc, si vous regardez bien dans le terminal, vous voyez donc la petite soustraction entre les deux fréquences à écouter, enfin, celle centrale et celle qui m'intéresse. Et donc, je fais une petite opération qui permet de me caler par rapport à la fréquence d'échantillonnage du signal d'origine. C'est surtout le détail qui est important ici, c'est donc de pouvoir se décaler sur la fréquence qui nous intéresse. Et aussi, je montre donc avec cette vidéo, il est possible d'écouter par rapport à cette fréquence centrale et cet échantillonnage base avec la SDR, d'autres fréquences en même temps. Donc, c'est ce qui se passe sur un serveur OpenWebRX, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs radios amateurs qui se connectent en même temps, qui écoutent chacun une fréquence différente. Et ça peut venir de la même source SDR. Donc, c'est une puissance assez intéressante source SDR, c'est que sur une bande passante donnée, on peut se caler sur des fréquences différentes à partir de la même source. Voilà. Donc ça fonctionne dans la limite de la bande passante du signal SDR d'origine. C'est-à-dire si vous avez un échantillonnage qui donne une bande passante on va dire restreinte, si votre fréquence tombe en dehors de cet échantillonnage,
vous n'aurez aucun signal. Si vous vous mettez donc proche du signal central, c'est pareil, les SDR ont comment dire, certains défauts, donc proche du signal central, c'est pas forcément une bonne idée non plus. Voilà, enfin, c'est un peu pour montrer la mécanique qu'il y a derrière OpenWebRx et qui est disponible en quelques commandes avec CSDR. Donc sur la vidéo, je me cale la troisième étape par rapport à une première fréquence qui m'intéresse et je montre dans la quatrième étape que je me cale sur une seconde fréquence qui m'intéresse aussi. C'est pratique aussi pour des signaux qui émettent sur plusieurs fréquences en simultané. Le fameux POXAG, mais pour moi le POXAG n'était pas forcément adapté pour l'exemple. Je voulais d'abord montrer ce qui se passait au niveau audio. Voilà. Après, comme c'est du SDR et donc c'est dépendant de traitement logiciel, dépendant aussi de la puissance de la machine. Par exemple, sur des Raspberry Pi, faut trouver les bons réglages, par exemple, entre la puissance disponible du Raspberry Pi et les écoutes que l'on veut faire. Sur un PC portable, c'est pareil, ça une certaine puissance. Donc on peut s'autoriser plus ou moins un nombre de décodages en simultané. Puis ça dépend ce que l'on écoute aussi. Et puis bon, par exemple en audio, avoir plusieurs sources en même temps, c'est vite incompréhensible. Et il faut bien ajuster son usage de ces outils donc par rapport aux sources radio qui nous intéressent. Pour un montage personnel, à titre d'exemple, je me sers de CSDR pour avoir une source radio, la décoder en audio, parce que le numérique ne donne pas toutes les infos. Je fais aussi un calcul de rapport signal-bruit sur la même fréquence, toujours avec un autre ensemble de commandes CSDR. Et je peux aussi envoyer donc la source sonore sur des scripts qui me donnent encore d'autres informations. Donc tout ça, ça me fait 4 chaînes de traitement sur une même source SDR grâce à CSDR et à NMUX. Donc les principes de base est dans cette vidéo. Après, je vous laisse expérimenter pour vous faire une idée de comment ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions? Igor, je pense que c'était très clair. Enfin, pour moi, je ne comprends que la moitié de ce que tu dis à chaque fois, mais c'est pas grave. À chaque fois, j'apprends un petit peu. Et c'est ça aussi le but de ces réunions-là. Ouais, merci Jean-Luc. Ouais, hein, c'était super. Et c'est vrai que j'étais un petit peu perdu aussi, parce que c'est vrai que moi je m'occupe pas du réseau. Et puis Jules, on t'entend pas, il faudrait que tu te rapproches de ton micro. ça va pas tarder. Donc bon, ça faudra faudra que je fasse avec. Mais sinon, bon, peut-être que je vais te faire répéter des trucs, hein, mais du coup, comment en fait, j'ai vu dans les vidéos, comment tu fais en fait pour faire rentrer le son dans Audacity avec ces lignes de commande en fait. Alors pour la redirection de son avec Audacity, alors il y a plusieurs possibilités. Soit je fais un peu ce que j'ai montré avec la vidéo précédente, c'est-à-dire je fais un module fictif et ensuite un module de bouclage qui me permet de récupérer donc, via CSDR l'audio que j'envoie vers un module de bouclage.
Et Ouais. ensuite, Audacity considère que c'est une source sonore. Ah, Soit ok. j'utilise que je montre aussi dans la vidéo suivante, un utilitaire qui s'appelle SOX et qui permet aussi d'envoyer, par exemple, sur un simple programme en ligne de commande, donc sous Linux, qui s'appelle Applay ou l'équivalent avec Pulse Audio P-Applay, Ok. le son sur la sortie standard. Je peux faire comme ça. Il y a plein de possibilités. Ok. Ok. Merci en tout cas. C'était clair. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que dans les lignes de commande, mais j'en parle dans la vidéo, il y a une étape de décimation. Alors l'étape de décimation, c'est utilisé aussi avec des logiciels comme, logiciel SDR. Hein. C'est une étape qui permet d'alléger la chaîne de traitement, en fait, parce que quand on a une source SDR, on a toute une bande passante disponible. Si les fréquences qui nous intéressent sont sur une partie de la bande passante, il est possible de faire donc une décimation du signal qui allège le calcul, parce que dans ce cas-là, on prend qu'une partie de la bande passante qui nous intéresse. C'est ce qui se passe ici, en fait. Ici, j'ai besoin de la vidéo signal sonore, donc je ramène avec la décimation la bande passante du signal SDR sur la bande passante sonore nécessaire soit à l'écoute, hein, soit au traitement ou des décodages que je peux faire ensuite, qui permet de diminuer la quantité d'informations à traiter, et ce qui permet aussi, vu que la quantité d'informations est traitée est moindre, d'avoir plus de chaînes de traitement en parallèle suivant la puissance de la machine. Ok. Un peu. J'ai l'impression d'avoir perdu tout le monde. Ouais, non mais ça fait très bizarre au début, t'inquiète pas, que quand je fais mes présentations, ça fait pareil. Ça fait pareil parce que tu finis, tu vois, il est bientôt 16 heures et en fait, Et là, tout on le est monde en est en écoute, mute. Mais tu vois, en fait, mais en fait, c'est ça, tout le monde écoute, mais on écoute ils répondent pas religieusement. forcément. Et du coup, moi, la première fois, ça m'a fait bizarre. Hein. J'étais en mode, ah, certes. Non, mais t'inquiète, tout le monde écoute. Donc, J'espère qu'il y aura un PDF avec ça. Tu envoies le lien de la 3e vidéo, Vigor? Je vais commencer avec voilà. Comme ça, je troisième vais vidéo. aussi la passer dans l'enregistrement et je ferai comme la dernière fois, Jean-Luc, je t'enverrai une partie dans l'enregistrement que ça se trouve, ils seront peut-être bien donnés. Ouais, j'ai aussi enregistré de mon côté. Là. Ok. Mais je te l'enverrai quand même, si je veux. Ouais. Il doit y en avoir 2 au cas où. Exactement. Ok. Voilà, donc j'ai envoyé le lien à la 3e vidéo. Alors la 3e vidéo, c'est un peu une... Bonjour à toutes et à tous. Tomber sur nos pattes avec un signal sonore classique pour tester des programmes qui, eux, sont prévus pour les SDR. Et qui fonctionnent sur des démodulations ou des modulations en données SDR, c'est-à-dire en données module phase appelées données IQ. Et donc voilà, c'est une autre boîte à outils qui s'appelle EQ_Toolbox, aussi disponible sous Linux, et qui permet de faire ça. Donc je vous laisse regarder. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique de conversion sonore vers des données numériques module phase, dites données IQ, couramment utilisées en SDR en temps réel. Cette technique est accessible sur Linux avec Pulse Audio et EQ_Toolbox. EQ_Toolbox, comme son nom l'indique, est un ensemble de programmes constituant une boîte à outils
disponible sur la forge GitHub. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique de conversion sonore vers des données numériques et des exemples d'utilisation sur sa page. Dites données IQ. Pour les besoins de cette vidéo, je vais prendre l'exemple d'un enregistrement d'une radiosonde météo du fabricant Modem, modèle M10, reprogrammé en balise sur bande radio amateur pour des exercices de radio-orientation, exercices dits de goniométrie. En détail, il est nécessaire de procéder aux étapes suivantes. Lecture de l'échantillon sonore avec, par exemple, Audacity. Pour comparaison, le fonctionnement classique du décodeur avec un mode son. Et ici, la chaîne de traitement avec EQ Toolbox pour utiliser le même décodeur, mais cette fois en mode module phase. La source sonore est lue avec la fonction moniteur de pulse audio, convertie ensuite du format 44.1 kHz au format 48 kHz nécessaire à la chaîne de traitement EQ Toolbox. EQ Toolbox fait ensuite une conversion des formats de données, fait un traitement de sonore avec une normalisation, et ce traitement est ensuite transformé en données module phase pour que le décodeur fonctionne en mode module phase. Comme vous pouvez le constater, les deux chaînes de traitement sont équivalentes. Un délai est ensuite ajouté sur la chaîne de traitement de EQ Toolbox suite aux différentes étapes de la boîte à outils. Merci de m'avoir suivi. Aux différentes étapes de la boîte à outils. Ok. Pour moi, c'est ok, mais je vais attendre que Philippe. Ouais, ok pour moi, hein, j'ai terminé la Attends, vidéo. je vais voir pour Philippe. Ok, c'est bon, il est fini, c'est parfait. Ok, ouais, c'est bon, là. Du coup, juste en avance, j'ai une petite question. Euh, Est-ce que, enfin, j'ai juste pas compris, c'est quoi comme données que tu décodes, en fait? C'est c'est des radiosondes? Alors, dans cet exemple, oui, c'est une radiosonde qui a été reprogrammée pour servir de matériel pour de la radio-orientation. C'était lors d'un samedi technique, cette fois-ci en vrai, au club F6 KGL. C'était un samedi après-midi et donc la radiosonde reprogrammée et donc décodée avec donc, le décodeur que l'on voit donc, dans la vidéo. C'est un décodeur qui, et ça je m'en excuse, je présente mes excuses, c'est que c'est un décodeur qui est assez performant et qui est fait par un autre
développeur est disponible aussi sur la forge GitHub. C'est sur le compte RS1729. C'est donc des décodeurs de différents types de radiosondes. Et pourquoi je l'ai pris dans cet exemple? Parce que il peut fonctionner sur le mode classique, hein, c'est-à-dire à partir de fichiers wave ou de sons en temps réel, et aussi donc à partir directement des SDR, c'est-à-dire avec les données module phase, données IQ. Donc c'était pour moi l'occasion de montrer que la chaîne de traitement de conversion vers les données module phase était équivalente aux données sonores reçues donc en temps réel avec la lecture du fichier son dans Audacity. Voilà. Donc c'est aussi pour montrer qu'il est possible d'utiliser des programmes qui fonctionnent de façon classique avec des échantillons sonores, les faire aussi fonctionner donc avec la possibilité soit d'obtenir des données module phase comme pour les SDR, soit d'avoir à partir des données module phase une conversion aussi en données sonores. Ok. C'est vrai que c'est vrai que petit comme ça, tu vois, quand on n'a pas le truc physiquement, c'est l'air compliqué, mais tu vois, quand j'avais la vidéo, j'ai compris. Et je sais pas ce que t'en penses, Jean-Luc. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Jules, il faut que tu te rapproches de ton micro parce que tu arrives complètement haché. Donc, Ah bah dur. J'espère que vous m'entendez bien parce que Ouais, toi, on t'entend, ça arrive toniculant. c'est juste moi, j'ai un micro qui est assez pourri à la maison. Ouais, c'est juste moi. Bon. Ok. Bah au moins, tu vois, tu m'as redonné envie de refaire de la gogno, mais là, c'est vrai que c'est pas le moment. Il faudra que je me remette dedans. En ce moment, c'est très limité. Hein. Yes. Il y a Vigor qui m'a envoyé un SMS en me disant qu'il y avait une radiosonde qui était tombée dans... C'est où? C'est au Père-Lachaise, c'est ça que tu as trouvé? Où ça? Non, pas au Père-Lachaise, c'est à quelques pas du Radio Club, justement. C'est non. Dans un cimetière à quelques pas du Radio Club. Tu blagues? C'est parce que tu blagues. Non mais c'est pas une blague, je vais la chercher là. Parce que c'est dans mon rayon. C'est pas une blague. Parce que si on parle bien de la même chose, c'est dans mon rayon. Je peux aller la chercher. Elle doit être éteinte depuis le temps. Bon, là du coup c'est ça, il doit plus y avoir trop de batterie.